La recrudescence des pilonnements aériens avait modifié nos havres. Dans les secteurs que nous avions cru réserver strictement à des gens comme nous, de nouvelles créatures étaient apparues. Elles rôdaient sous le prétexte de mettre en œuvre les programmes caritatifs de l'ennemi. Elles dissimulaient leur physionomie derrière des masques hygiéniques et prétendaient n'avoir contre nous aucune prévention d'ordre physiologique ou ethnique, mais elles retenaient leur respiration quand nous approchions d'elles. Elles distribuaient des farines, des vaccins à s'administrer soi-même et des formulaires administratifs qui permettaient d'obtenir des dollars gratuits. Toutefois, nous avions surtout l'impression qu'elles recueillaient des informations afin de faire le tri entre ceux d'entre nous qui faisaient semblant d'être morts et ceux qui l'étaient véritablement. Quand elles se mettaient à parler, c'était avec des mots que nous avions du mal à comprendre, car elles pratiquaient la langue des maîtres. Elles avaient une structure osseuse à laquelle nous n'étions pas habitués, nous les sentions manifestement de mèche avec ceux qui nous avaient vaincus, et pour dire la vérité, elles nous faisaient peur. Et si c'est une de ces créatures qui se trouve derrière la porte, pensa Magadan. Si l'ennemi délègue contre toi des ombres étranges, tue-les, pensa-t-il. Tue-les, ne te reproche rien, pensa-t-il. Tue-les sans réfléchir, sans penser à leurs souvenirs personnels, sans penser aux proches qu'ils n'auront plus l'occasion d'étreindre. Tue-les sans imaginer la route qu'ils vont suivre après leur décès. Tue-les avec tes mains noires et tes langages noirs. 3 mois plus tôt, Béni Magadan avait eu sa part de responsabilité dans le meurtre de 4 dignitaires ennemis. L'opération s'était terminée sans encombre. Les témoins avaient manifesté leur connivence en donnant un coup de main pour effacer les traces, en aidant au dépeçage des dépouilles et en emportant eux-mêmes des restes de carcasses, des vêtements et de la viande. Toutefois, comme le ghetto n'était plus le sanctuaire qu'il avait été pendant des décennies, l'action n'avait pas été revendiquée, n'avait pas été l'occasion d'un cortège avec drapeau, et ses participants s'étaient dispersés au plus vite. Il valait mieux échapper aux mouchards qui à présent se mêlaient à la population et l'infectaient. Béni Magadan s'était brusquement volatilisé, et il n'avait communiqué à personne l'adresse de son repère. Sur l'identité de l'individu qui se tenait sur le paillasson de Béni Magadan et sur ses intentions, on ne pouvait exclure les pires hypothèses. Le carillon tintait. Si les ombres étranges vont jusqu'à toi, fais comme les morts, ne bouge pas, cesse toute affaire. Tue-les, pensa-t-il. Ses mains avaient recommencé à trembler. Bon sang, pensa-t-il, pourvu que je ne sois pas brusquement atteint par des spasmes. Pourvu que je ne glisse pas bruyamment en bas de ma chaise. Si l'autre entend quelque chose, il défoncera la porte. Si tu perds le contrôle de tes pattes, ne t'en prends qu'à toi-même, pensa-t-il. Ses mains bougeaient. Il suppliait de rester tranquille. Elles obéissaient de mauvaise grâce. Le carillon tinta de nouveau, à plusieurs reprises. Les intervalles pouvaient durer 20, 30 secondes. Puis le ding-dong reprenait. La mélodie n'avait aucun charme. Elle traversait l'air confiné de la pièce, elle se réverbérait sur le carton de nourriture, sur la télévision, les murs sales. Elle rebondissait sur les mains tremblantes de Béni Magadan et sur ses paupières. Puis le silence revenait. La même chose encore, carillon, écho dans l'appartement, puis silence. Le visiteur ne se décourageait pas. Il ne s'écartait pas de la porte. Il ne redescendait pas les escaliers en marmonnant. Il continuait d'attendre que Béni Magadan se trahisse par un sanglot de peur ou en tombant de sa chaise. Il n'y avait aucun bruit dans le couloir, à l'étage. Quand l'autre avait fini de sonner, il l'attendait. Le plus effrayant, chez un chasseur, c'est sa patience, pensa Béni Magadan. Dehors, le crépuscule avançait. Derrière les vitres, l'image du ciel nuageux était en perte de lumière. Sur l'écran de la télévision, la neige tourbillonnait en oblique, plus brillante qu'une demi-heure plus tôt, quand le carillon avait tinté pour la première fois. Elle sifflait très doucement, et elle grouillait. Le son était à peine perceptible, il était continu, et on ne pouvait pas le confondre avec un bruit produit par de l'intelligence ou du vivant. Au moins cela, pensait Béni Magadan. Si l'autre colle son oreille contre la porte, il ne décèlera rien de spécial.
Qu'il eût ou non l'oreille aux aguets, l'inconnu s'acharnait sur le bouton de la sonnette. S'il défonce la porte, il ne trouvera rien, pensa Benny Magadan. Si on te surprend à la mauvaise heure, cesse de vivre à l'intérieur de ton cadavre, pensa-t-il. Il se rappelait encore et encore la femme de l'asile. À la première écoute, toutes les phrases qui sortaient de sa bouche paraissaient incompréhensibles, mais ensuite, si on les prenait comme des consignes à suivre, elles devenaient limpides. Elles devenaient limpides, applicables et précieuses. Cesse de vivre dans le malheur de ton cadavre, pensa-t-il. Cesse de vivre le malheur de ton cadavre et éteins-toi. Éteins-toi quoi qu'il arrive. Dehors, dedans, à l'intérieur de la tête de Benny Magadan, dans l'appartement, au-delà de la fenêtre, dans la ville, partout, le crépuscule avançait de plus en plus vite. Pétrifie-toi dans ta faim noire, pensa Benny Magadan. Ses mains lui obéissaient de temps en temps, et quand elles le faisaient, elles étaient au repos et très sombres. Autour de Benny Magadan, le crépuscule se teintait de noir violet, de noir indigo, de noir ardoise, de noir corbeau. Le crépuscule se teintait de noir. Et il avançait. Le crépuscule avançait lentement. Le crépuscule avançait de plus en plus vite. Quoi qu'il arrive, pensait encore Benny Magadan. Ces histoires n'aboutissent pas, fit remarquer le rouge-gorge. Ce ne sont pas des histoires, observa le Gollywog. Ce sont des moments isolés dans des histoires, des scènes isolées. Il vaudrait mieux parler de Nara. Bon, dit le rouge-gorge. Des naras? Mais qu'est-ce que tu t'y connais? Des scènes isolées, des images pour distraire les morts, expliqua Gordon Coombe. Pour distraire les morts que j'ai aimés, pour distraire mes proches, mes camarades et mes amis, ceux d'ici, ici incarcérés dans les ruines ou répandus autour de nous sous forme de goudron, pour leur dire que je les aime encore et que je continuerai à les aimer, même si je n'ai plus de voix, même si mon organisme se défait, même si mon organisme rejoint le goudron indifférencié qui maintenant nappe la ville et même le monde. Bon, d'accord, dit le rouge-gorge. Écoute-les comme ils viennent, conseilla le Gollywog. Toi aussi, tu fais partie des morts maintenant. Ils vont te distraire, toi aussi. Tu n'as qu'à les prendre comme des souvenirs. Tu n'as qu'à te les approprier comme des souvenirs qui défilent au moment où on ferme les yeux une bonne fois, pendant la dernière seconde, en attendant la suite. Me les approprier, s'étonna le rouge-gorge. Oui, dit Gordon Coombe, ce sont nos souvenirs et nos rêves. Ben oui, dit le Gollywog. Des souvenirs qui n'aboutissent pas, insista le rouge-gorge. Ici, Maria Macomb a brûlé. Ici, Maria Macomb a brûlé avec ses 3 enfants. Ici, Maria Macomb a brûlé avec ses 3 enfants, Sariya Coombe, 14 ans, Ivo Coombe et Gopal Coombe. Ici, Maria Macomb, fière et intraitable, a brûlé pendant des heures avec ses 3 enfants. Sariya Coombe, 14 ans. Ivo Coombe, 14 ans également. Et Gopal Coombe, leur aîné. Ici, Maria Macomb, fière et intraitable créature des ghettos combattante, a brûlé pendant des heures avec ses 3 enfants, Sariya Coombe, 14 ans, Ivo Coombe, 14 ans également, et Gopal Coombe, leur aîné, 15 ans. Ici, Maria Coombe, fière et intraitable créature des ghettos, combattante, merveilleuse, a brûlé pendant des heures avec ses 3 enfants, Sariya Coombe, 14 ans, Ivo Coombe, 14 ans également, et Gopal Coombe, leur aîné, 15 ans, allant de l'un à l'autre au milieu des flammes, les consolant, les incitant à mépriser l'adversité, étuyant leur corps que la suie rendait illisible.